bienvenue à tous pour cette nouvelle table ronde. Donc, nous allons aborder le sujet de l'IA générative et comment l'utiliser pour innover en entreprise. Et donc, pour essayer de répondre à cette question, j'ai le plaisir d'accueillir James, qui est Software Engineer chez Manitou, Anthony, qui est CTO chez PMU, et Hakim, PM chez Oracle. Vous pouvez applaudir bien fort. Donc l'IA générative, c'est un sujet, je pense, qui vous parle à tous. Avec l'avènement de ChatGPT, c'est quelque chose qu'on a déjà tous un peu bidouillé dans son coin, ne serait-ce que pour résumer un document ou générer une image rigolote. Super. À partir de là, qu'est-ce qu'on peut en faire concrètement en entreprise et comment utiliser l'IA générative pour innover en entreprise? On va essayer d'y répondre. Et donc, ma première question pour nos trois orateurs, ça va être concrètement, où vous en êtes-vous en entreprise et qu'est-ce que vous faites actuellement avec l'IA générative? Anthony, si tu veux commencer. Pour répondre à la question, déjà bonjour, donc, je ne me représente pas, donc, je représente le PMU et effectivement l'IA générative c'est une question qui, comme beaucoup, a intéressé pas mal de monde. Nous on a pris le pli dès le départ de se dire qu'on ne voulait pas y aller si on n'avait pas de besoin. Donc finalement on est revenu presque au basique de l'entreprise, à savoir si on n'a pas de problème, on ne va pas s'amuser à gérer des choses complémentaires. Donc on s'est d'abord posé la question de quels étaient les problèmes qu'on avait du mal à résoudre, ou alors du moins qui prenaient beaucoup de temps à résoudre ou à implémenter dans le système d'information. Et donc c'est là-dessus qu'on est parti. On a d'abord monté finalement une cellule innovation qu'on n'avait pas au PMU, donc qui ne sert pas qu'à l'IA générative évidemment, mais qui est un sujet sur lequel on a décidé de démarrer. Et donc on a ensuite démarré par constituer une vraie communauté de ce qu'on a appelé les champions de l'IA chez nous, pour vraiment attaquer chaque direction de métier et se dire, voilà, si on a des problèmes qu'on n'arrive pas à résoudre, ou du moins qui prennent beaucoup de temps et d'argent, est-ce que l'IA peut nous aider? Donc on a vraiment démarré par constituer avec cette équipe les cas d'usage qu'on voulait délivrer, et puis petit à petit se dire, on va les délivrer un par un, et c'est ce qu'on fait maintenant depuis un peu plus de 2 ans, même un tout petit peu avant que ChatGPT est sorti finalement. Et donc voilà, aujourd'hui on a 5 use cases de très bien avancés, 2 en production, et donc un backlog de 15 projets à ROI normalement calculés qui nous permettront de continuer de satisfaire nos utilisateurs. Merci Anthony. James, j'imagine que tu as une expérience un peu similaire, c'est ce que tu me partageais la dernière fois. Oui, bonjour à tous, James. Je travaille chez Manitou Group. Et nous, chez Manitou, on a l'ADN de Manitou, c'est l'innovation. Et quand on a découvert tous, comme tout le monde, ChatGPT, donc l'IA générative, on savait tout de suite que c'était quelque chose où il fallait y aller. D'accord. Et chez Manitou, en fait, ce qui a été assez exceptionnel, c'est qu'avant même qu'on parle de l'IA générative chez Manitou, on a vu qu'il y avait déjà 11% des collaborateurs de chez Manitou, on est 6000, qui utilisaient déjà ChatGPT, alors qu'on n'en avait jamais parlé avant. Donc on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire. Et pour cela, du coup, on a créé un programme qu'on a appelé LeadGen, qu'on l'a marketé. On a un logo, on a pas mal de choses. Et à travers ce programme-là, on accompagne tous les collaborateurs de Manitou à travers le monde, parce qu'on est présent dans 37 pays. Et à travers le monde, on forme tous ces collaborateurs-là dans l'utilisation de l'IA générative et en leur demandant à chaque fois qu'est-ce que vous avez besoin. On regarde leurs besoins et on essaie de répondre avec des outils. Effectivement, ce qui sort de ces deux partages d'expérience, c'est vraiment de dire, voilà, on essaie d'identifier des usages et de créer un outil qui y répond. Et plutôt de dire, j'ai un outil et je vais voir ce que je peux en faire, c'est plutôt l'inverse. Et c'est aussi ce que vous faites chez Oracle, il me semble, Hakim. Oui, tout à fait. Bonjour à tous et toutes. En fait, chez Oracle, effectivement, c'est une histoire d'amour qui commence à dater pour l'IA. La première fois que moi j'en ai entendu parler, c'était déjà il y a 12 ans ou 13 ans. Et on avait sorti l'Autonomous DB, donc la base de données autonome. Donc, ce sont des automatisations, etc. Donc, l'IA, pour nous, c'est pas nouveau. On a énormément d'IA prédictive, analytique. Voilà, on a pas mal de choses. Et la stratégie d'Oracle, c'était pas d'aller être un compétiteur de plus
par rapport à ceux qui créent des LLM, mais d'être plutôt la brique, l'infrastructure qui vous permet à vous d'utiliser les IA et de, pourquoi pas, créer aussi vos propres LLM. Donc on a des infrastructures qui aujourd'hui sont reconnues. On a signé des partenariats avec tout le monde, OpenAI notamment. Et ça nous permet aujourd'hui d'avoir véritablement une vision globale de toutes ces problématiques de générative AI, mais aussi agentique, puisqu'on propose des services, on propose un tas de choses. En fait, encore une fois, nous, on veut vous permettre d'utiliser les IA plutôt que d'utiliser notre IA. Merci pour ce partage. Donc, ce qui en ressort de ce premier élément de réponse sur comment innover avec l'IAG dans l'entreprise, c'est vraiment ce focus sur les cas d'usage et comment mettre l'IA au service des réponses à ces cas d'usage. Tu voulais ajouter quelque chose? Ouais, j'allais rebondir finalement sur ce qu'on a dit là. C'est le plus difficile finalement là-dedans, c'est pas tant, bon, ça a été trouver les use cases évidemment, puis de les développer, mais bon, ça peut se faire assez rapidement. C'est plutôt la conduite du changement associé. Et finalement, moi, j'ai été très surpris quand on a mis le rack d'entreprise, tous les trucs qu'on a vu passer, qui sont assez classiques maintenant, mais c'est plutôt finalement les populations que je pensais plutôt réfractaires au changement qui l'ont tout de suite adopté parce que ça apportait un vrai confort. Alors que finalement, les populations les plus presque techniques ou à la veille, c'est là où la conduite du changement, en tout cas de mon côté, a presque été un peu plus difficile puisque ça a dénaturé un peu l'habitude de travail. On rentrait sur le terrain de jeu de la complexité technique, en tout cas pour les développeurs par exemple. Et finalement, c'est là où il y avait presque un changement d'habitude si important que la conduite du changement était vraiment plus longue, presque plus complexe. Et voilà, ça nécessite un temps énorme. On a pris quelqu'un dédié, même 2 personnes dédiées à la conduite du changement dans l'entreprise pour vraiment s'occuper presque individuellement des profils, en faisant des codings dojo, des ateliers, plusieurs hackathons, des trucs, plein de trucs, de la com, pour vraiment accompagner au changement au quotidien. C'est presque là où l'effort, enfin c'est pas presque, c'est là où l'effort est le plus important chez nous. C'est pas tant les prototypes ou les projets, c'est vraiment la conduite du changement après. Est-ce que vous partagez aussi cette expérience, James ou Hakim? Oui, moi, totalement. Nous, chez Manitou, le programme qu'on a mis en place qui s'appelle LedGen, la force de ce programme-là, il est basé sur 5 axes. Et la force de ce programme-là, c'est vraiment la partie formation et accompagnement. Nous, à chaque fois qu'on déploie une application, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on travaille beaucoup avec Google et Google nous a vraiment aidé à accélérer en fait l'usage de l'IA générative dans notre entreprise. D'ailleurs, ma collègue tout à l'heure, Anita, présentera comment Google nous aide à accélérer le déploiement des outils d'IA générative chez nous. Et nous, à chaque fois qu'on déploie un outil, on déploie l'outil, mais avant ça, on va informer d'abord les utilisateurs pour leur dire, maintenant on va vous mettre à disposition un outil, cet outil-là va vous permettre de faire ça, et on va mettre derrière des formations pour les accompagner. Donc tous les mois, nous on propose des formations en français et en anglais à tous nos collaborateurs à travers le monde pour qu'ils puissent savoir ce qu'ils ont entre les mains. Parce que juste donner un outil et leur dire, démerdez-vous, vous avez l'IA entre les mains et faites ce que vous en voulez, ce n'est pas du tout notre stratégie, c'est vraiment accompagner, communiquer. On a un espace d'échange où on communique énormément et ça permet de voir justement les cas d'usage qu'on a dans notre entreprise. Merci James pour ce partage. Est-ce que Hakim, tu veux ajouter quelque chose? Non. Donc au-delà du cas d'usage à identifier, donc pour mettre en place des outils d'IA, effectivement, la conduite du changement et l'implication des différents profils, c'est ça qui ressort de votre partage d'expérience. Et les profils, pas uniquement tech, contrairement à ce qu'on pouvait penser initialement. On pense IA, outils et tech, et on pense à ces profils-là, mais l'implication de tous les profils transverses, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Et donc du coup, une fois qu'on en est là, en fait, j'identifie des cas d'usage pour mon entreprise, les outils sont là, j'ai impliqué tout le monde, on les a formés, on les a accompagnés. Il n'y a plus qu'à, c'est si simple que ça, ou est-ce qu'il y a d'autres choses à prendre en compte, peut-être des choses autour de tout ce qui est sécurité, éthique, écologie? Là, si tu me lances sur la sécu. Donc moi, ma partie, c'est la sécurité, vous l'aurez compris. Effectivement, l'IA en fait permet de faire énormément de choses et c'est juste génial.
Le problème, c'est qu'on met désormais à la disposition de tout le monde des outils qui ne sont pas forcément maîtrisés par tout le monde. Et c'est là où il faut faire attention, dans la mesure où ça peut toucher des parties du système qui sont très sensibles et très critiques. Donc typiquement, si vous touchez vos bases de données, fatalement, à un moment donné, se posera la question de est-ce que les données sensibles, ultra confidentielles de mon système sont-elles exploitables par des gens qui ne sont pas censés les voir? Et ça, c'est des vrais soucis. Donc ça nous amène vers des systèmes RAG, où justement on doit faire attention et s'assurer qu'à tout moment vous avez la maîtrise de ce que les gens vont prompter et surtout du devenir des données que vous mettez dans cet écosystème. Parce que là, fatalement, si vous ne savez pas ce qui s'y passe, c'est aujourd'hui trop facile et trop pratique. Les systèmes, vous demandez à ChatGPT ou à ce que vous voulez, le simple fait de pouvoir discuter avec lui comme avec un être humain, de toute façon, vous allez passer des barrières techniques. Vous n'avez plus du tout à vous soucier des barrières techniques. Et ça, c'est des vrais soucis sur lesquels on doit se pencher avant même de mettre en prod. Parce que si on met en prod un système sans avoir pensé ça avant, là, fatalement, vous prenez le risque que toutes vos données soient déjà dans la nature. Bon, et puis je compléterai peut-être de manière très terre à terre, il y a aussi quand même en run le côté FinOps surveillé, et puis les modèles qu'on utilise, et donc finalement amène le fait d'avoir une structure, ou du moins une organisation qui permet de faire de la veille technologique continue, et en ce moment le mot continu, il n'est pas anodin. Tu as parlé d'agents tout à l'heure, je pense que finalement l'IA générative c'est sympa. Ça a changé pas mal de choses, mais les agents ont changé encore plus, enfin changent déjà encore plus la chose ou la manière de travailler. Donc c'est finalement comment on se repose les questions au fil de l'eau. Il y a même un POC, on en parlait encore ce matin en interne, un POC qu'on a démarré il y a 2 mois, enfin, un prototype, même pas un POC, finalement une expérience pour améliorer toute la partie conception logicielle en interne. On est parti sur du GraphRag, finalement on est en train de le terminer. Je pense que c'est presque trop tard, faut recommencer parce que en 3 mois, les agents ont changé la manière de travailler, d'agréger l'information. Donc cette notion de veille structurée, elle est vraiment importante, elle est vraiment à cadrer et à piloter au quotidien et de s'outiller en interne pour vraiment aussi maîtriser cette empreinte FinOps. Je parlais de modèles. Aujourd'hui, si je parle de ce que je connais un peu plus sur AWS, il y a plus donc dans Bedrock, il y a plus de 30 modèles à disposition. Alors, je ne les ai même pas comptés, mais je scroll, il y en a trop. Donc déjà, le premier truc qu'on a fait, c'est on a développé un logiciel de comparaison des modèles en continu. À chaque fois qu'il y a un modèle qui sort, on le bench par rapport aux autres avec un jeu de données statique, avec des comparaisons. Tout ça est industrialisé. Ça nous permet de savoir si finalement le modèle le plus petit et donc presque par définition le moins cher nous satisfait. Si c'est le cas, hop, on switch et on passe sur celui-ci. Et moi, je crois beaucoup d'ailleurs à cette notion de petit modèle plus que de gros modèle qui sait tout faire. Je pense qu'on va avoir un gros problème si on prend systématiquement de gros modèles qui font tout et donc, finalement ne sont pas hyper adaptés. Je crois beaucoup dans des petits modèles par usage spécifique qu'on utilise à bon escient pour répondre à un problème spécifiquement et pas à 50. Donc c'est voilà, je radote, mais c'est vraiment de structurer la veille, de s'industrialiser aussi sur l'aspect LLMOps, l'aspect comparaison des modèles, tout l'aspect TNR automatique, même de ces sujets d'innovation. Effectivement, oui, prendre un bazooka pour attendre une mouche, c'est pas forcément plus optimisé, même si c'est ce que tout le monde a vu avec ChatGPT. En fait, on lui donnait tout et n'importe quoi à manger. Non, mais c'est ça. Puis nous, on a commencé finalement par ajouter des règles parce que demander systématiquement à notre chat interne ou à n'importe quel modèle la recette du cannelé dans l'IA générative, bon, c'est sympa, mais en fait, il y a Google pour ça, donc pas nécessairement, ou d'autres moteurs de recherche. Donc pas nécessairement de systématiquement demander à une IA générative la recette du cannelé, quoi. Alors, je rebondis très rapidement. Effectivement, on parle maintenant plus de SLM plutôt que de LLM, de manière à ce qu'il soit même embarqué, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, il y a ce que tu as dit, le fait de les challenger. Faut pas hésiter. Moi, si j'ai un conseil à donner, c'est de télécharger en local. Donc depuis un site comme oliama.com, vous téléchargez plein de LLM et puis vous les challengez. Et aujourd'hui,
même sans GPU, vous avez des LLM Studio qui vous permettent d'utiliser, de switcher et de voir comment ils réagissent. Parce qu'en fait, vraiment, ils ne fonctionnent pas tous de la même manière, ni le prompt, ni même la manière dont ils vous répondent. Et on voit même des failles de sécurité. Il y en a qui sont beaucoup plus poreux à la prompt injection que d'autres. Donc ça, c'est vraiment une première étape. C'est aussi déjà d'identifier le bon LLM qui va vous satisfaire. Et puis on a des LLM qui, comme tu le disais, sont beaucoup trop généralistes par rapport à ce qu'on veut faire. Si c'est uniquement discuter en langage humain dans 10 langues, bon bah là pour le coup effectivement on n'a pas besoin d'avoir des LLM avec 500 milliards de paramètres. Donc encore une fois, voilà, ça va être les use cases. Chaque entreprise va commencer à s'approprier ce genre de choses. Et une fois qu'ils auront compris en fait les mécaniques, comment entraîner son propre LLM ou comment utiliser des LLM open source, petit à petit, vous allez vous accaparer cette technologie et puis choisir, sélectionner, éviter certains LLM qui vous semblent trop dangereux, dont on ne sait pas trop comment ils ont été entraînés et à quelle fin. Parce que les biais sont tout aussi importants que la fuite de données elle-même. Effectivement, en termes de sécurité aussi des LLM dont tu parlais, la veille est hyper importante, au-delà de comment choisir son LLM. Pour la sécurité, la veille est hyper importante. Et du coup, qu'est-ce que tu nous conseilles par rapport à ça? Si je prends l'exemple juste de DeepSeek, par exemple, quand il est sorti, il y a des choses qui étaient évidentes. On a compris avec quelle langue il avait été entraîné. Chinois, anglais. Et lorsqu'on faisait des tests sur ça, et que vous demandiez, c'est très connu maintenant, qu'est-ce qui s'est passé en 1989 en Chine. Je ne parle même pas de Tiananmen. Il était censé savoir un truc. Et quand c'est en anglais ou en chinois, tout de suite, il vous disait, il n'y a rien qui s'est produit. Si en revanche, vous posiez la question en français, vous aviez tout ce qui s'est passé, il rentrait très finement dans les détails. Et 10 secondes après avoir fiché la totalité de sa réponse, hop, il effaçait tout et il disait il ne s'est rien passé à cette époque. Mais au moins, on le voyait. Donc on voit comment il a été entraîné et les attaquants, ils testent ce genre de choses justement pour savoir quelle est la langue avec laquelle ils vont mieux parler. Alors si c'est le serbo-croate, ils parleront en serbo-croate au LLM, de manière à ce qu'il soit perturbé. Et ils chercheront aussi pareil les meilleures prompts injections, les meilleures manières de lui contourner ses instructions de sécurité. Et c'est là où on en vient au fait que finalement le LLM en lui-même, ne lui faites pas confiance en termes de sécurité, il va falloir mettre des barrières ailleurs. Et la première chose à laquelle on pense, fatalement, c'est tout ce que vous allez lui injecter. Déjà, il faut être sûr que vous maîtrisez ce qui est injecté, mais même au sein de votre entreprise. Si au sein du service marketing ou au sein du service juridique, des gens utilisent ChatGPT dans votre dos sans même que vous le sachiez et qu'ils envoient des informations ultra sensibles via l'API ou pire, via l'application web, alors là on ne peut pas garantir que les données ne seront pas diffusées dans le monde entier. Et là, on prend des risques importants. Donc, première des choses, c'est télécharger en local, gérer tout en local. Assurez-vous que les API sont bien sous votre contrôle. Et puis, bien entendu, testez et choisissez le bon LLM qui correspondra à vos besoins. Tu voulais rebondir, Anthony? Déjà, ce qui est pas mal, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est OWASP qui sortent ces 10 règles OWASP for LLM. Là, donc à l'image des API et du code, maintenant il y a la même chose pour les LLM. Donc ça, c'est plutôt bien et ça donne déjà des pratiques à respecter, du moins des manières d'implémenter les applications. Donc ça, c'est bien. Puis après, sur ce que tu disais, par définition, l'IA générative, elle génère. Donc la confiance, elle n'existe pas dans... Enfin, il ne faut surtout pas lui faire confiance. En fait. C'est le principe de base. Il y a eu beaucoup de débats sur est-ce que ça va remplacer un tel ou machin. Nous, on n'y croit pas du tout. Pour le moment, en tout cas, évidemment, il faut rester dans le principe de... J'ai bien aimé ce qu'avait communiqué à un moment donné, je crois que c'est le Forrester, sur le principe de human in the loop, c'est-à-dire, voilà, on reste maître de ce qu'on implémente, et donc, évidemment, c'est un outil, il faut savoir s'en servir, mais il ne faut pas croire que c'est la vérité absolue, et il faut faire confiance à ce qu'on voit et ce qu'on sait, et pas nécessairement à ce qu'on lit comme ça, n'importe où, n'importe comment, mais ça, c'est vrai dans la vie de tous les jours, donc ça s'applique aussi au LLM, en fait. On avait une discussion avec James, je laisserai la parole justement hier, en préparant la table ronde, on a un petit peu discuté. Et en fait, ce que vous faites est intéressant parce que
On pourrait interdire les choses au sein de l'entreprise. On pourrait tout à fait dire aux gens, vous ne l'utilisez pas. Sauf que ça s'appelle le shadow AI, et tout le monde, parce que c'est tellement pratique, c'est tellement intéressant, ça fait tellement de trucs, que ils vont le faire et puis ils ne le diront pas. Et c'est ce qu'on constate dans toutes les études qui sont faites. On a, je ne connais pas les chiffres, mais on a une grosse majorité dans l'entreprise qui l'utilisent, mais qui ne le disent surtout pas à leur chef ou à leurs collègues parce qu'ils ont peur qu'on se dise « Oh non, il ne faut plus que tu l'utilises, c'est trop dangereux ». Donc ça passe par la formation, la sensibilisation, le fait peut-être aussi de proposer des alternatives en disant « Ok, vous utilisez ChatGPT, mais il y a peut-être mieux et on va vous offrir ce qu'il y a de mieux ». Oh, du coup, je te fais une transition, James. Merci. Nous, chez Manitou, effectivement, c'est un très très bon point. Nous, chez Manitou, comme je vous l'ai dit, notre ADN, c'est vraiment l'innovation. Et quand on a vu qu'il y avait déjà énormément de monde qui utilisait ChatGPT, notre premier réflexe, contrairement à pas mal d'entreprises que j'ai rencontrées dans des événements où ils interdisaient tout, ils coupaient tout directement, nous, on a dit, on ne va pas couper, on va les laisser faire, mais par contre, on va les accompagner, on va leur expliquer ce que c'est l'IA générative, les risques qu'il y a quand tu utilises l'IA générative, les risques que tu as quand tu insères des données de l'entreprise, vos données personnelles, et à travers ça, on va pouvoir les éduquer, et le jour où on aura un outil qui va répondre à leurs besoins, parce que si ils utilisent ces outils-là, c'est qu'ils ont un besoin. Et du coup, le jour où on aura un outil sécurisé qui répond à ces besoins, on va leur proposer. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et nous, on travaille avec Google sur la partie Google Workspace. Notre équipe accompagne les collaborateurs, d'une part, dans leur changement, dans leur transformation digitale avec Google Workspace, mais avec l'IA générative. Et la chance qu'on a eue, nous, c'est d'avoir déjà dit non à Google quand ils sont venus nous vendre des licences sur l'IA. Et on a attendu. Et fin d'année dernière, Google est venu pour nous dire c'est bon, on va vous mettre de l'IA dans vos licences Google Workspace. Donc c'était génial parce que avec Google, on a une structure qui est sécurisée et maintenant on a un vrai concurrent à ChatGPT. On n'a toujours pas bloqué ChatGPT, mais on leur dit si vous utilisez ChatGPT parce que Gemini, le concurrent chez Google, ne répond pas à votre besoin, ne mettez jamais des données sensibles dans ces outils-là, parce qu'on n'a aucun contrat avec eux et on n'a aucune garantie de ce qu'ils vont faire de nos données. Et surtout, ce qu'on dit tout le temps dans nos formations, c'est vérifier toujours les résultats que vous donnent les IA, parce qu'un IA, avant tout, c'est un outil. Il faut pas croire que tout ce qui sort, parce que tu as parlé des billets, ils sont entraînés avec des données. Des fois, c'est des données culturelles. Moi, je le vois quand je fais mes formations. C'est un peu moins le cas maintenant, mais les gems qu'on a dans Gemini, ce sont les agents qu'on peut personnaliser. Quand on injectait du prompt en anglais, il était plus performant quand c'était en français, parce qu'il a été entraîné comme ça. Et juste pour finir, je voulais juste indiquer que nous, dans notre programme de lead gen en transversal, on a un comité de gouvernance qui est là en fait pour encadrer l'usage des outils d'IA générative chez nous. Et dedans, on parle de sécurité, on parle d'environnement, parce qu'on a créé en fait, on a rédigé une charte d'utilisation d'IA générative et on s'est fait aider par une autre équipe RSE sur l'usage d'IA générative. Et dedans, on indique si tu as besoin de faire une recherche basique d'une information, parce qu'on est chez Google, va sur Google et fais ta recherche. N'utilise pas l'IA pour ça. Ne prends pas un bazooka pour tuer une mouche. Voilà. De toute façon, c'est valable pour tous les outils de sécurité, en fait. Pour éviter le shadow IT aussi, plus vous êtes conscient de la sécurité et des enjeux que ça représente d'utiliser tel ou tel soft, et moins vous avez tendance à utiliser. Alors, je nuance, parce qu'il y a des gens, ils continuent quand même en le sachant, mais c'est important d'avoir l'acceptation de tout le monde.
parce que tu parlais les gens qui sont réfractaires au changement, ça passe aussi et surtout par le fait que vous ne leur donnez pas des outils qui font aussi bien que ceux qui les utilisent. Donc la sécurité, il ne faut pas que ce soit vu comme une contrainte, mais plutôt comme, ok, si tu vas sur cet outil-là, ça va vraiment nous pénaliser. Si en revanche, tu as celui-ci que l'on contrôle un peu plus, eh bien on y va. Si en revanche, vous n'avez pas d'alternative, ils utiliseront les outils qu'ils estiment être les plus performants à leurs yeux. Merci pour ces partages. Donc du coup, si je résume, on identifie des cas d'usage, on met en place nos projets d'IAGN avec une conduite du changement très importante sur tous les aspects pour emmener les gens, pour éviter des failles de sécurité et pour avoir une veille pertinente. Et effectivement, on pense sécurité avant même mise en prod, mais ça c'est comme dans tous les projets IT, normalement, il faudrait partir sur ça. Une fois qu'on a fait tout ça, c'est super, on va pouvoir mettre notre projet en place. Et qu'en est-il du ROI? Comment on peut faire pour mesurer le ROI de nos projets d'IA générative en entreprise? Je ne sais pas si James, tu veux commencer. Tu me parlais d'audit que vous faisiez sur les impacts. Le ROI sur l'IA générative, en tout cas chez Manitou, on n'a pas assez de recul pour vraiment mesurer ces KPI-là. Et c'est hyper compliqué. Moi, je le sais, dans les événements que j'ai participé, la plupart des entreprises nous disaient, pour le moment, on n'a pas des résultats vraiment matérialisés. Parce que c'est hyper compliqué. Souvent, il y a des personnes qui te diront « Ah, moi, ça me fait gagner beaucoup de temps. » Et combien ? Ah, je ne sais pas, mais je sais que ça me fait gagner du temps. Mais par contre, il y a certains cas où on a vraiment pu mesurer. Je vais prendre l'exemple d'un développeur qu'on a chez nous qui avait besoin de faire très rapidement un prototype. Donc, il a utilisé un agent directement dans Gemini, donc les James, pour l'aider à créer très rapidement un prototype avec un langage qu'il ne maîtrisait pas du tout, un langage de programmation. Et ça lui a pris 2 heures. Et je lui ai dit, ok, ça t'a pris 2 heures, ok, mais si jamais tu devais le faire sans IA, ça t'aurait pris combien de temps? Oh, 1 semaine minimum. Donc là, j'ai tout de suite vu vraiment l'impact de ce que peut apporter l'IA générative. Vraiment l'utiliser pour un usage bien spécifique, mais surtout un besoin spécifique. Vas-y. Comme tu veux. Même retour que toi, finalement. C'est pas qu'on refuse de calculer le ROI, mais on a peur aussi, finalement, au biais de si on gagne du temps, c'est qu'on peut faire autre chose. Non, pas nécessairement. Parce que finalement, nous on voit bien que ça sert plutôt à faire des tâches qu'on faisait pas ou peu, ou pas très bien avant. Typiquement la doc, documenter des trucs, on fait jamais. Donc pour le coup, ça permet de le faire peut-être un peu plus automatique, de manière plus automatique qu'avant. Pareil pour les tests, tests d'intégration, tests automatisés, tests unitaires. Donc ça permet déjà d'avoir une base existante qu'on peut faire évoluer. Puis finalement, c'est ce que tu dis là que je retiens. Je pense que c'est un des cas d'usage qu'on utilise, que moi je vois le plus, en tout cas avec moi-même au quotidien finalement. C'est l'alignement technico-fonctionnel. À savoir, j'ai écrit une user story, une spec de 50 pages, à la rigueur, peu importe le modèle de delivery. Mais c'est finalement, t'es sûr qu'on s'est bien compris c'est ça que tu veux, et le ça que tu veux, le matérialiser par une petite app développée rapidement, quelle que soit la techno, mais d'une qualité à la rigueur moyenne, et c'est pas très grave, mais fonctionnel, ça permet de se dire, non en fait, je voulais plutôt le bouton vert, ok, donc c'est exactement ce que tu veux, c'est juste qu'il y a 2-3 trucs à améliorer, à spécifier, donc finalement après on peut presque décliner cette maquette dynamique et vivante en backlog beaucoup plus fin et s'en servir pour vraiment développer un projet de manière assez précise. Donc cet alignement technico-fonctionnel, je trouve que c'est vital. Et à la rigueur, toi, tu as gagné du temps de 4 jours peut-être de prototypage, mais des fois, j'ai l'impression qu'on a gagné des mois de discussions infinies ou de réunions qui n'en finissent pas, de dire mais attends, mais je comprends pas ce que tu dis. Au moins, ça permet d'avoir une base de code sur laquelle on améliore, non, on n'améliore pas, on rajoute des fonctionnalités juste avec de l'IA. Le code est pas bon, mais c'est pas grave parce que ça permet de savoir précisément ce qu'on a à faire dans cette vraie application sur le projet qui va arriver. Donc ça, je trouve ça vraiment hyper intéressant de ce point de vue-là. Mais on n'a pas gagné de temps, en vrai. On a anticipé des risques et des problèmes qu'on allait avoir finalement.
Après le ROI, il y a des ROI évidents. On se dit de toute façon, on ferait des choses qu'on n'aurait jamais fait, ou alors on les fait plus vite. Tout ce qui est automatisable, bah ça c'est facilement quantifiable. On sait combien de temps on prenait avant et on sait comment le comparer à peu près. En revanche, je fais écho un petit peu à la keynote de ce matin. J'écoutais l'intervenant dire qu'une fois que le code il est généré, et ce sera plus vrai encore demain, il faut continuer à savoir comment le code est fait parce qu'il faudra faire des revues de code. Il faudra s'assurer que le code il n'est pas bancal ou il ne présente pas des failles de sécurité, des choses comme ça. Et là, à mon sens, on ne peut avoir un ROI que si on a confiance dans le résultat. Et aujourd'hui, force est de constater que les résultats des LLM ne sont pas suffisamment fiables. Ils changent trop. Il y a encore trop d'à peu près, trop d'incertitudes qui font que si on connaît bien le résultat attendu, on sait que c'est une erreur et à la rigueur, on va essayer de faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux. Mais là, du coup, on perd du temps. Et donc là, le ROI, il est plus faible. Si en revanche, on ne sait pas à quoi s'attendre, on aura tendance à croire les résultats. Et là, c'est encore plus dramatique, parce que le temps qu'on pensait gagner, en fait, on va le perdre, une fois qu'on se sera rendu compte, peut-être trop tard, que le résultat est bancal. Donc, on a beaucoup de choses, on est au début de tout ça, et imaginez-vous les agents, quand l'IA agentique, vous avez 10 agents qui sont interconnectés, que chacun discute, se fait faire des choses, se donne des ordres, etc., et que la fiabilité, elle n'est pas à 100%. Eh bien, il faut effectivement des gens qui surveillent. Et là, le ROI, il chute, parce que si on doit mettre derrière un système automatisé des gens qui doivent vérifier que les résultats automatisés sont toujours les bons, le temps gagné à essayer d'en gagner, en fait, on va le perdre. Donc il faut faire en sorte que votre système soit maîtrisé, améliorer ses automatisations, bien faire ses benchmarks, bien faire ses KPI et bien les identifier, attendre, faire des tests de non-régression, etc. Tout ça, en fait, on est encore dans le avant. Peut-être que dans 5 ans, tout ça sera réglé et que là, pour le coup, les ROI seront évidents et on gagnera un temps fou. Après, ce que tu dis, ça dépend aussi des cas d'usage sur lesquels tu l'appliques. Sur de la data, effectivement, presque prédictif, data analyse, c'est pas un peu plus compliqué, mais combien dans la salle ont je sais pas combien de back-office en interne où il y a 3-4 users des fois, où c'est des fronts assez peu utilisés, chiants à maintenir. Là, finalement, je me dis, le code est moyen, ok, peu performant sans doute. Et alors, finalement, pour 3 utilisateurs, est-ce que c'est grave? J'en suis pas sûr. Donc, ça dépend du cas d'usage qu'on veut adresser. Donc toujours quel est le problème qu'on veut résoudre finalement. Eh ben, c'est parfait, parce que ça m'amène à la conclusion où effectivement, au-delà de la magie annoncée par les IA génératives, en fait, on reste sur un projet IT. Au final, on est sur un projet IT où il faut identifier des cas d'usage, bien penser les choses en amont, notamment tout ce qui est sécurité, bien emmener les équipes pour que le fonctionnel et la technique puissent se communiquer et bien anticiper les problématiques. Et puis le ROI va dépendre du cas d'usage et de ce qu'on en fait. Donc en fait, on reste vraiment sur les mêmes problématiques que l'IA, mais voilà, je pense que l'avenir nous réserve de belles choses. Et donc pour conclure, est-ce que vous avez quelque chose à partager sur votre vision du futur, de l'avenir, des perspectives dans votre entreprise ou au sens plus large des IA génératives? Je vous laisse aller. Non, mais on est l'IA générative pour moi, et je pense que c'est le cas pour pas mal de monde. On est sur une révolution et c'est surtout ça va trop vite. Ce qu'on dit aujourd'hui, c'est la vérité d'aujourd'hui, c'est pas la vérité de demain. Ça va tellement vite l'IA. Des fois même c'est tellement impressionnant. Des fois même ça fait peur. Mais pour notre entreprise en tout cas. Pour l'avenir, moi, je reste persuadé que la sensibilisation, la formation, c'est vraiment la clé l'accompagnement de l'IA générative, c'est vraiment la clé. Et la semaine dernière, on était avec mon responsable, on était à Chicago, aux États-Unis, pour former le Manitou USA, et on a vu l'impact. Et du coup,
je pense vraiment que ça va être notre défi, c'est de pouvoir continuer à former les gens et à sensibiliser les gens sur l'usage d'IA générative. Et juste pour terminer, nous, on a aussi l'ambition chez Manitou, c'est de prendre toute une direction, voir, diagnostiquer leur façon de faire, leur façon de travailler et voir comment l'IA générative va permettre d'améliorer leur process. C'est vraiment ça vraiment l'objectif qu'on a pour les semaines et mois à venir. Pareil sur le côté donc interne, finalement, c'est de casser tous les processus métiers pour les simplifier, casser au sens positif du terme, évidemment, hein, les raccourcir, les rendre plus efficients. Donc ça, c'est pour le côté presque collaborateur interne. Puis après, nous, sur le côté plutôt, finalement, joueur, donc il y a aussi des éléments qui seront intéressants, mais finalement, sur la même philosophie, c'est comment simplifier l'expérience de jeu ou la rendre plus attractive, plus simple à comprendre, plus ludique, plus appréhendable par n'importe qui, que ce soit sur le sport, le poker ou le hippique à la rigueur. Donc c'est vraiment ça, c'est deux choses, simplifier les processus, simplifier les processus tout court, soit pour les collaborateurs internes, soit pour les joueurs qui jouent au PMU. Et pour ma part, bon alors bien malin, celui qui saurait ce qui va se passer dans les 5 prochaines années. J'ai pas de boule de cristal. En revanche, il y a des certitudes. L'IA, alors les IA génératives, parce qu'effectivement là on a beaucoup parlé de la partie IT, mais il y a les images, il y a la vidéo, il y a le son, il y a le côté éthique, il y a le côté juridique. Est-ce que la preuve juridique de l'image et du son continuera? Parce que quand on voit aujourd'hui ce qu'on est capable de produire à moindre coût, et est-ce que les lois ne vont pas devoir s'adapter? Une chose est sûre, c'est qu'au sein des entreprises, il y a aussi, à mon sens en tous les cas, le côté sécurité et éthique de son usage, de son déploiement au sein de l'entreprise. Déployer des choses juste pour le plaisir de faire plus vite, plus fort, plus, pourquoi pas. Mais si ça va au détriment d'autres choses, il faut savoir aussi faire le pas de retrait. Je ne suis pas sûr aujourd'hui que l'industrie de l'IT soit la bonne industrie à qui il faudrait s'adresser pour ce type de problématique. Donc, derrière ce que je suis en train de dire, c'est que ça doit intéresser tout le monde. Ça ne doit pas être qu'un outil IT, qu'un outil à mettre entre les mains d'informaticiens, mais tout le monde au sein de l'entreprise doit se l'accaparer. Du juridique, du marketing, même des enfants à l'école, etc. C'est vraiment parce que ça va tellement avoir d'impact sur nos vies à tous, ça on a déjà, mais ça va en avoir beaucoup plus demain, qu'il faut apprendre à lire une image, savoir comment ça fonctionne, comment la manipulation se fabrique, etc. Il y a énormément de choses qui sortent du cadre pur de l'IT, mais je pense que c'est des débats qu'on peut tous avoir au quotidien. Merci pour tous les trois. Effectivement, oui, au-delà de l'outil technique, on est sur un gros changement sociétal avec tout l'avènement des IA génératifs et autres IA. Et effectivement, on pourra en parler encore pendant des heures, mais c'est la fin de cette table ronde. Merci à tous les trois. On les applaudit bien fort. Merci. Merci. Merci.